la forêt. Mais derrière, il y a autre chose, et tant que les gens n'ouvriront pas les yeux sur ce qui se passe, ou au moins ne s'intéresseront pas, continueront à souffrir. Et oui, je crois qu'il y a des gens qu'on ne pourra pas sauver. Je crois qu'il y a des gens qui resteront sur le côté, malheureusement. Bonsoir DC. Bonsoir, DC. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Chez moi, c'est Azerty. Veuillez m'excuser. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Désolé, Chacun chez fait moi, ce c'est qu'il Marvel. chacun Après, fait- peut-être que monsieur est pilote. Non, pas du tout. Un pilote d'essai. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous êtes un pilote d'essai. Non, pas du tout. Je suis pas pilote. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Écoute, DC. Bah écoutez, merci de votre hospitalité. Je suis monté en live il y a plusieurs mois de cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire royale de France. Je me souviens de vous avoir posé trois questions, mais il y a fort longtemps. Alors, bon, vous ne me reconnaissez pas à la voix, je suis vraiment navré. Mais je vais tenter en fait. Oui, Non, non, je suis désolé. d'accord, pas de souci. Et en fait, après mûre réflexion, je suis venu avec de nouvelles questions vues au fil de l'actualité, qui est à la fois très inquiétante, et même enfin, inquiétante pour tout le monde, et surtout qui laisse planer beaucoup d'incertitudes, parce que nous sommes tous en quête de, pas seulement de connaissances, mais aussi de certitudes, pour congédier au forceps, justement, notre perte de souveraineté à l'international. Je pense que vous le savez, c'est l'émergence des États-Unis, d'une part dans la contestation que Donald Trump a manifesté en obtenant le Groenland, et d'autre part aussi d'autres pays en fait qui contestent en fait l'hégémonie occidentale. Quand je dis l'hégémonie, ce n'est pas un terme péjoratif. Je serais tenté de dire que même la Chine et la Russie, en Afrique par exemple, tentent de remplacer ou de grand remplacer l'influence que la France avait autrefois dans un certain nombre de pays d'Afrique. À juste titre. Je pense que vous le savez que la Chine en ce moment, c'était ma première question, vous savez l'influence que la France avait autrefois dans un certain nombre de pays d'Afrique. À juste titre. Je pense que vous le savez que la Chine en ce moment, c'était ma première question. Vous savez, ma première question est la suivante. En sachant que dans certains pays asiatiques, la Chine et la Corée du Sud sont certes très puissantes sur le plan technologique, bien plus supérieures que l'Occident. Cependant, ils connaissent un hiver démographique puisque je crois savoir que la Corée du Sud connaît le taux de démographie ou de natalité le plus faible. C'est 0,84 enfants par femme. Et la Chine est aussi affrontée à un vieillissement sans précédent de sa population. Donc, ma question est la suivante. Faudrait-il compter sur notre savoir-faire ou faudrait-il compter sur le temps, sur une grande période, en espérant que la population asiatique vieillisse pour qu'elle puisse perdre en influence sur la scène internationale? C'était ma première question. Je vous remercie. Je pense il faut reprendre nos souverainetés et développer notre influence et reprendre les rênes. Et c'est évident. Mais c'est finalement un peu en lien parce que le temps passant, effectivement, la question démographique était au centre de la stratégie internationale de domination. Donc, nous avons les possibilités et les moyens de revenir sur la scène internationale et de reprendre les rênes à condition de prendre les bonnes directions, de faire les bons choix. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien évidemment. Et pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, ça représente la moitié de la population du monde de toute façon. Euh, c'est euh, c'est en avance technologiquement parlant, mais c'est confronté à de sérieux problèmes. Donc rien n'est joué, je dois dire. Après, ça peut nous amener sur beaucoup de terrains, hein, parce que vous avez parlé des États-Unis aussi. C'est un combat que tout le monde auquel tout le monde participe, mais il y a des problèmes structurels qui empêchent le développement. Et si on n'y répond pas, effectivement, on est forcément voué à une perte. Donc, il faut compter sur notre savoir-faire, il faut compter sur notre résilience et surtout, au-delà de ça, notre capacité à relever la tête et à combattre pour garder notre place.
Et vous avez parlé aussi de l'Afrique, évidemment. Mais il y a des problèmes structurels qui empêchent le développement. Et si on n'y répond pas, effectivement, on est forcément voué à une perte. Donc, il faut compter sur notre savoir-faire, il faut compter sur notre résilience et surtout, au-delà de ça, notre capacité à relever la tête et à combattre pour garder notre place. Et vous avez parlé aussi de l'Afrique, évidemment. Enfin, encore une fois, on n'est pas républicain, donc euh, on voit la différence. Euh, on est en train de tout perdre. Notre diplomatie, notre hégémonie, notre influence, euh, notre savoir-faire aussi, notre industrie, etc. C'est pas une fatalité, mais pour ça, il faut changer les choses. Et on sera tout à fait en capacité ensuite de pouvoir reprendre notre place dans l'échiquier mondial et peser aussi, et tenter de faire face à ces grands pôles. Je peux poser ma deuxième question. Je vous en prie. Euh, Dans la revue des Deux Mondes, c'était bon, ça datant du 19e siècle, fin 19e siècle, l'auteur de Germinal, Émile Zola, avait publié un article dans la revue des Deux Mondes où il affirmait que la défaite de 1870 était une défaite humiliante, non seulement pour la France, mais que cette humiliation était une nécessité pour faire comprendre au commun des mortels, au commun des Français, pardon, tous bords politiques confondus, l'intérêt de la natalité, de la démographie. Et ce qui est curieux, c'est de constater que des écrivains du fin 19e siècle avaient prophétisé toute une série d'humiliations à laquelle la France aura à subir face à l'Allemagne, et ce qui l'obligerait par la suite à faire une alliance politique avec l'Angleterre parce que la natalité, la population française est nettement inférieure à celui de l'Allemagne et de l'Angleterre, ce qui obligerait en fait la France autrefois de s'aligner sur les directives et sur un agenda politique diamétralement différent du sien. Et Zola disait que c'est une responsabilité pas seulement politique, mais c'est une responsabilité qui concerne l'ensemble Français, aussi bien au sommet de la pyramide qu'au bas de l'échelle. Mais il affirme aussi qu'il y a comment dire, des difficultés financières qui pousseraient en fait des familles à réfléchir sur l'éventualité de faire des enfants, mais à l'époque, ces questions-là ne se posaient pas, puisque dans un roman que vous connaissez, c'est Germinal, il affirmait que des enfants pouvaient travailler en très bas âge, notamment parce que les familles d'ouvriers, par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans Picardie, quand ils travaillaient dans les mines, ces familles n'avaient pas de couverture sociale et ils faisaient des enfants justement pour tirer l'espoir qu'ils travaillent le plus tôt possible et qu'ils puissent avoir des rentes financières beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'en fait, numériquement parlant, il s'agissait de faire des enfants pour, non pas, comment dire, comme l'aurait fait l'aristocratie, mais simplement, en fait, comme un moyen de fédérer des solidarités ouvrières et également d'augmenter, enfin d'améliorer son train de vie. Sauf qu'on est confronté à, même à l'époque, on était confronté à différents types de problèmes, c'est que les enfants, comme toute époque, sont confrontés à la mauvaise éducation et la rébellion qu'ils peuvent avoir envers leurs parents. Aujourd'hui, on a changé d'époque. On a certes des allocations familiales ou ce genre de choses. Malheureusement, il y a une perte d'enthousiasme dans l'effort, c'est-à-dire, par exemple, des parents qui ne veulent pas enfin, qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas préparé leurs enfants à faire de longues études, notamment dans des secteurs stratégiques, celles qu'on vient d'évoquer, par exemple dans la médecine ou dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire la métallurgie, les systèmes embarqués en électronique, ou dans le nucléaire, la chimie nucléaire, par exemple à la CEA à titre de comparaison, c'est-à-dire de pousser les enfants vers l'excellence, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour un intérêt collectif. Ma deuxième question est la suivante. Compte tenu de tous les enjeux à l'intérieur et face aux menaces extérieures, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait multiplier les campagnes de prévention indépendamment de l'étiquette politique de chacun des Français? Je vous Les remercie. campagnes de prévention. De natalité et d'excellence en matière d'éducation.
Mais c'est une évidence en fait. C'est un problème qu'on a jamais connu à l'époque, à part lors de grandes catastrophes. C'est là quand même une évidence, un projet, un plan aussi. Écoutez, Pétain avait mis en place une politique de la natalité. Ça a eu comme pour effet d'avoir un pic de natalité dans les années 60. Ce qui fait on n'était pas confronté à ce problème. Et François Hollande a mis fin à cette politique. Euh, alors c'est pas que depuis François Hollande, mais les politiques sont responsables de par leur discours, leur idéologie, de faire peur, de faire penser que la Terre est en souffrance et qu'il ne faut pas faire d'enfants. Et je vais vous dire, 73% des Français n'ont pas confiance en l'avenir. Comment faire des enfants dans ces conditions? C'est une responsabilité politique. Euh, et cette responsabilité, quand on connaît tous ces chiffres, quand on sait exactement pourquoi, enfin, ce qui se passe, on se demande pourquoi est-ce que la République, vous avez parlé de tous les bords confondus, ne réagissent pas. C'est bien là une volonté. Je veux dire, on voit bien la courbe descendre, donc il y a un moment donné où quand on est au pouvoir, pour gouverner, c'est prévoir. Euh, et quand c'est pas fait, on a un droit de se dire quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou alors ils sont nuls, ou alors ils l'ont fait exprès pour arriver à une situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est une volonté politique, c'est un devoir de mener des politiques qui sont là justement pour permettre à la France de se développer grâce à sa population. Parce que c'est ce qui fait la différence en termes économiques, en termes de développement. Et en termes d'éducation, c'est pareil. Je veux dire, l'objectif quand même, quand Jules Ferry dit que l'important c'est de faire des Français de bons petits républicains, à aucun moment l'important c'est d'élever les Français, euh, de les euh, de les emmener vers un firmament. Non, l'objectif c'est d'en faire des bons petits républicains. Et l'éducation nationale a été faite pour ça. L'éducation qui devrait s'appeler l'instruction normalement vole l'apprentissage que les parents transmettent à leurs enfants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a perdu cette transmission, cette absence d'éducation qui a été reprise par l'État et qui l'oriente de la manière la plus appropriée pour elle, mais pas dans l'intérêt ni de la France ni de nous-mêmes. Donc il y a bien des choses qu'on peut faire. Il y a il y a de grandes possibilités, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Or, force est de constater que cette volonté politique n'existe pas. Il faut la mettre en place. Vous avez raison, mais je serais, pour prolonger ce que vous avez dit, il y a aussi un drame franco-français. Je suis d'accord avec vous que ça a été fait sous les auspices de l'idéologie républicaine et beaucoup de Français de l'époque et même d'aujourd'hui maintenant se rendent compte de la supercherie et de la mascarade de la République et ce qu'elle représente. Beaucoup de personnes de tous bords se rendent compte de cela, de l'inefficacité et surtout des prolégomènes de la laïcité qui voudraient faire fi d'une France laïque alors qu'elle est directement rattachée historiquement à l'Église catholique et à son histoire. Donc c'est tout simplement, et puis surtout dans les cours d'histoire, l'enfant qui découvre l'histoire de France, il est dans une double contradiction. Non seulement une rupture avec le passé qui aurait commencé avec 1789, et là, justement, c'est une perte de sens incroyable et un manque, et puis surtout un déséquilibre, notamment intellectuelle, mais aussi spirituelle, qui a accentué la décadence. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'empêche, je m'excuse, j'espère que vous le prendrez pas mal, parce que je ne suis pas français, je suis d'origine étrangère, je suis d'origine algérienne. Mhm. Comment dire, il y a des grands auteurs français, par exemple, je vais citer des exemples très simples, vous connaissez peut-être Alfred Sauvy ou Mhm. Jean Fourastier, qui sont d'éminents économistes et sociologues, qui sont malheureusement mieux connus à l'étranger, mais en France, ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire qu'ils attestent, ils mettent en accent la catastrophe à la fois économique, d'éducation, la perte de la spiritualité catholique en France et surtout une décadence morale et intellectuelle qui touche y compris
les classes les plus favorisées, c'est-à-dire des enfants de médecins, mais aussi des enfants d'avocats, un manque croissant des études classiques comme on le faisait jadis en étudiant le grec et le latin. Donc en réalité, je pense que c'est une difficulté à laquelle nous constatons tous, nous faisons le diagnostic, mais jusqu'à présent, moi, ce que j'aimerais, c'était encore ma question pour prolonger la deuxième, c'est que qu'est-ce que le royalisme ou le parti légitimiste pourrait apporter, notamment pour, comment dire, pour pallier en fait, comment dirais-je, aux erreurs notamment du républicanisme tel qu'elle se formalise dans l'éducation nationale à titre de comparaison. Je vous remercie. Vous avez d'ailleurs répondu partiellement à la question, justement, en redirigeant les Français vers leur origine, en leur permettant en leur donnant les moyens de s'instruire justement sur leur histoire et de se la réapproprier et de l'aimer. Parce que c'est ce qui manque. Et vous disiez à juste titre que certains auteurs, et ça ne sera pas seulement cela, sont mieux connus à l'étranger qu'en France. C'est une certitude, et même mieux, l'histoire de France est mieux connue d'étrangers que des Français eux-mêmes. Et ça, c'est encore une volonté de la République de couper, comme on l'entend souvent, voilà, la France existe depuis 1789, etc. Donc c'est couper toutes les racines, toutes les origines, en fait tout ce qui fait le tronc, le lien en fait, hein, parce que pour savoir où est-ce qu'on va, on doit savoir d'où on vient. Et ça, c'est une rupture fondamentale qui a été organisée justement euh, pour mieux orienter, pour mieux manipuler les Français. Donc c'est le drame que nous vivons et qui a été tout à fait préparé. La République a bien fait les choses sur ce point, couper des racines, euh, éviter. Vous savez, il y a ce livre, je ne me rappelle plus l'auteur, qui disait que l'éducation nationale est une fabrique à crétins. Je ne sais plus si c'est exactement le titre, mais enfin, en substance, c'est cela. Euh, c'est exactement l'objectif, parce que si vous faites comme ça a toujours été le cas en France jusqu'à ce que cette République et cette date maudite n'arrive, l'objectif ça a toujours été d'élever intellectuellement, économiquement, culturellement les Français. Mais avec l'éducation nationale et la République, l'objectif a été au contraire de faire des Français de bons petits républicains, ça veut dire des êtres obéissants et soumis à la République plutôt que de faire des êtres intelligents et cultivés, de sorte à ce qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, mener des expériences et en tirer des conclusions. Voilà, ça c'est pas possible quand on est un régime qui souhaite manipuler, qui souhaite justement conserver le pouvoir et oppresser par une volonté sociétale qui est imposée. Donc c'est encore une fois la faute de la République à dessein justement pour mieux contrôler que d'effacer l'histoire, que de détruire les racines et ainsi donc couper le tronc et les éduquer, les instruire, enfin les instruire leur donner une mauvaise instruction. On voit bien, le niveau en français est catastrophique. Le niveau en maths, c'est impressionnant. Il est décadent, alors que les Français ont toujours été doués pour les maths. Je rappelle quand même Descartes et la calculatrice. Euh, Le niveau en euh, langue étrangère. comment? Le niveau en langue étrangère comparé Ouais, oui à aussi. nos collègues des pays de l'Est. Oui aussi. Les sciences, etc. Enfin, on voit bien le classement PISA, de toute façon. Donc il y a un problème quand vous avez 93% des personnes qui sont admises au bac alors qu'elles n'ont absolument pas le niveau et qu'on leur a donné, on va pas nous dire que c'est pas voulu. Bon, l'objectif c'est quand même de faire des Français de bons petits abrutis, des républicains complètement coupés de la réalité, coupés de leurs origines, coupés de leur culture et de la culture générale d'une manière donc générale. Pardon pour la répétition, mais c'est donc ça qui crée aussi euh, les les crises de la première question en fait, parce que complètement perdu, sans aucun espoir, avec une république qui agit dans son propre intérêt et certainement pas dans celui de la France et des Français, eh bien ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur la confiance, ça a un impact sur la démographie, ça a un impact aussi sur la transmission. Ça a un impact également sur l'envie de, enfin, la projection, l'envie de,
de se La quête développer. du Voilà. dépassement de soi. Hein? La quête du dépassement de soi et de Oui, l'affranchissement la par le... transcendance, voilà, c'est ça, la transcendance, c'est ça. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les étrangers connaissent mieux l'histoire de France que les Français eux-mêmes, et c'est là le point essentiel, parce que c'est ça qui fait. Accent la catastrophe à la fois économique, d'éducation, la perte de la spiritualité catholique en France et surtout une décadence morale et intellectuelle qui touche y compris les classes les plus favorisées, c'est-à-dire des enfants de médecins, mais aussi des enfants d'avocats, un manque croissant des études classiques comme on le faisait jadis en étudiant le grec et le latin. Donc en réalité, je pense que c'est une difficulté à laquelle nous constatons tous, nous faisons le diagnostic, mais jusqu'à présent, moi, ce que j'aimerais, c'était encore ma question pour prolonger la deuxième, c'est que qu'est-ce que le royalisme ou le parti légitimiste pourrait apporter, notamment pour, comment dire, pour pallier en fait, comment dirais-je, aux erreurs notamment du républicanisme tel qu'elle se formalise dans l'éducation nationale à titre de comparaison. Je vous remercie. Vous avez d'ailleurs répondu partiellement à la question, justement, en redirigeant les Français vers leur origine, en leur permettant en leur donnant les moyens de s'instruire justement sur leur histoire et de se la réapproprier et de l'aimer. Parce que c'est ce qui manque. Et vous disiez à juste titre que certains auteurs, et ce ne sera pas seulement cela, sont mieux connus à l'étranger qu'en France. C'est une certitude, et même mieux, l'histoire de France est mieux connue d'étrangers que des Français eux-mêmes. Et ça, c'est encore une volonté de la République de couper, comme on l'entend souvent, voilà, la France existe depuis 1789, etc. Donc c'est couper toutes les racines, toutes les origines, en fait tout ce qui fait le tronc, le lien en fait, hein, parce que pour savoir où est-ce qu'on va, on doit savoir d'où on vient. Et ça, c'est une rupture fondamentale qui a été organisée justement pour mieux, euh, pour mieux orienter, pour mieux manipuler les Français. Donc c'est le drame que nous vivons et qui a été tout à fait préparé. La République a bien fait les choses sur ce point, couper des racines, euh, éviter. Vous savez, il y a ce livre, je ne me rappelle plus l'auteur, qui disait que l'éducation nationale est une fabrique à crétins. Je ne sais plus si c'est exactement le titre, mais enfin, en substance, c'est cela. Euh, c'est exactement l'objectif, parce que si vous faites comme ça a toujours été le cas, comme ça a toujours été le cas en France jusqu'à ce que cette République et cette date maudite n'arrive, l'objectif ça a toujours été d'élever intellectuellement, économiquement, culturellement les Français. Mais avec l'éducation nationale et la République, l'objectif a été au contraire de faire des Français de bons petits républicains, ça veut dire des êtres obéissants et soumis à la République plutôt que de faire des êtres intelligents et cultivés, de sorte à ce qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, mener des expériences et en tirer des conclusions. Voilà, ça c'est pas possible quand on est un régime qui souhaite manipuler, qui souhaite justement conserver le pouvoir et oppresser par une volonté sociétale qui est imposée. Donc c'est encore une fois la faute de la République à dessein justement pour mieux contrôler que d'effacer l'histoire, que de détruire les racines et ainsi donc couper le tronc et les éduquer, les instruire, enfin les instruire leur donner une mauvaise instruction. On voit bien le niveau en français est catastrophique. Le niveau en maths, c'est impressionnant. Il est décadent. Alors que les Français ont toujours été doués pour les maths. Je rappelle quand même Descartes et pas, si, la calculatrice. Euh, Le niveau en euh, langue étrangère. comment? Le niveau en langue étrangère comparé Ouais, oui à aussi. nos collègues des pays de l'Est. Oui aussi. Les sciences, etc. Enfin, on voit bien le classement PISA de toute façon. Donc il y a un problème quand vous avez 93% des personnes qui sont admises au bac alors qu'elles n'ont absolument pas le niveau et qu'on leur a donné, on va pas nous dire que c'est pas voulu. Bon, l'objectif c'est quand même de faire des Français de bons petits abrutis, des républicains complètement coupés de la réalité, coupés de leurs origines, coupés de leur culture et de la culture générale d'une manière donc générale. Pardon pour la répétition, mais c'est donc ça qui crée aussi les
les crises de la première question en fait, parce que complètement perdu, sans aucun espoir, avec une République qui agit dans son propre intérêt et certainement pas dans celui de la France et des Français, eh bien ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur la confiance, ça a un impact sur la démographie, ça a un impact aussi. Comment? Le niveau à langue étrangère comparé Ouais, oui à aussi. nos collègues des pays de l'Est. Oui aussi. Les sciences, etc. Enfin, on voit bien le classement PISA, de toute façon. Donc, il y a un problème quand vous avez 93% des personnes qui sont admises au bac alors qu'elles n'ont absolument pas le niveau et qu'on leur a donné, on va pas nous dire que c'est pas voulu. Bon, l'objectif, c'est quand même de faire des Français de bons petits abrutis. Des républicains complètement coupés de la réalité, coupés de leurs origines, coupés de leur culture et de la culture générale d'une manière donc générale, pardon pour la répétition. Mais c'est donc ça qui crée aussi euh, les les crises de la première question en fait, parce que complètement perdu, sans aucun espoir, avec une République qui agit dans son propre intérêt et certainement pas dans celui de la France et des Français, eh bien ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur la confiance, ça a un impact sur la démographie, ça a un impact aussi sur la transmission. Ça a un impact également sur l'envie enfin, la projection, l'envie de, 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 de se La quête développer. du Voilà. dépassement de soi. Hein? La quête du dépassement de soi et de Oui, l'affranchissement la par le... transcendance, voilà, c'est ça, la transcendance, c'est ça. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les étrangers connaissent mieux l'histoire de France que les Français eux-mêmes, et c'est là le point essentiel, parce que c'est ça qui nous fait comprendre que la République a au minimum raté quelque chose, au pire organisé cela pour arriver à cette situation. Et encore une fois, c'est pour ça que nous rétablissons la vérité sur 1789. Non, c'est pas le peuple qui a fait la révolution. Et ça, on l'explique tous les jours. Des livres ont été écrits. La vice-présidente du parti que je préside en a fait aussi, parce que des recherches dans les archives ont permis de voir la vérité et de comprendre en fait ce qui avait été manigancé. Parce que c'est là une manigance, c'est là un complot, c'est là une manipulation de masse qui déjà à cette époque faisait rage. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas républicains et que nous disons qu'il y a un espoir que nous pouvons reprendre notre souveraineté, vivre en osmose et dans la bienveillance, avec un objectif, c'est de faire de la France une puissance comme elle l'était à l'époque. La bienveillance, avec un objectif, c'est de faire de la France une puissance comme elle l'était à l'époque. Donc voilà pour l'éducation. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Oui, si je peux prolonger ce que vous dites. hmm. Oui, je vous en Euh, prie. le mathématicien Bernard Bozamy a exactement dit la même chose. Il a dit que la France est maintenant déclassée, notamment le classement de PISA. C'est-à-dire nous sommes arrivés parmi les 30e. Je crois que même la Corée du Sud est parmi les premiers, Oui. notamment dans le classement, dans la performance en mathématiques. La Corée du Sud et le Japon. Le Japon, je crois, le Donc, Japon est le premier, il me semble. Mais oui, oui. d'accord. Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a, comment dire, comment dire, oui, la perspective de la performance et de la répétition en mathématiques qui n'est pas un savoir inné, mais acquis, c'est-à-dire à force de répétition et d'exercice. Et donc, c'est vrai que les mathématiques sont les matières avec la physique les plus exigeantes, y compris à l'université, parce que un étudiant physicien ou un étudiant mathématicien est quand même un étudiant de très grande qualité et surtout de prouesse intellectuelle bien supérieure à un étudiant de marketing. Ça n'a strictement rien à voir. Ceci étant dit, bien sûr, on peut retrouver des étudiants brillants dans les sciences humaines, mais malheureusement, je me permets de le dire, enfin, en tout cas, je me permets de paraphraser la discussion que j'ai eue avec le mathématicien monsieur Bernard Bozamy, vous pouvez le retrouver, Beuauz. Bernard Bozamy a exactement dit la même chose. Il a dit que la France est maintenant déclassée, notamment le classement de PISA. C'est-à-dire nous sommes arrivés parmi les 30e. Je crois que même la Corée du Sud est parmi les premiers, Oui. notamment dans le classement, dans la performance en mathématiques. La Corée du Sud et le Japon. Le Japon, je crois, le Donc, Japon est le premier, il me semble. Mais oui, oui. d'accord. Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a, comment dire, comment dire, oui, la perspective de la performance
et de la répétition en mathématiques qui n'est pas un savoir inné mais acquis, c'est-à-dire à force de répétition et d'exercice. Et donc, c'est vrai que les mathématiques sont les matières avec la physique les plus exigeantes, y compris à l'université, parce que un étudiant physicien ou un étudiant mathématicien est quand même un étudiant de très grande qualité et surtout de prouesse intellectuelle bien supérieure à un étudiant de marketing. Ça n'a strictement rien à voir. Ceci étant dit, bien sûr, on peut retrouver des étudiants brillants dans les sciences humaines, mais malheureusement, je me permets de le dire, enfin, en tout cas, je me permets de paraphraser la discussion que j'ai eue avec le mathématicien monsieur Bernard Bozamy, vous pouvez le retrouver, Beauzamy. Il dirige une société de mathématiques appliquées à ce titre-là, et il disait que parmi les sciences humaines qui étaient les plus valorisées, et pour dire ce que disait déjà Royaliste, c'était les langues étrangères, parce qu'on a besoin de communiquer avec l'extérieur. Et donc, nous sommes aussi un pays, la France est un pays qui est bordé par plusieurs pays comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne et d'autres pays. Et donc, il est important justement de garder contact et de faire connaître la France justement en maîtrisant les langues étrangères. Mais je pense qu'il y a une prédominance de l'anglais qui est beaucoup trop importante, notamment dans les affaires, dans le business, et même les anglicismes s'est infiltré directement dans l'usage quotidien de la langue française, en fait, qui a rétrogradé la langue française alors que c'est une langue de prestige. On a des grands écrivains comme Jean Racine, Molière et d'autres, malgré les mésaventures qu'ils avaient. J'ai même connu des écrivains africains d'expression française qui écrivent très bien, qui parlent très bien le français parce qu'ils ont l'habitude, ils ont pris coutume à parler un français châtié du 16e jusqu'au 19e siècle. Mais bon, c'est rarissime et c'est assez curieux de constater que, en fait, l'idée d'un homme de droite. Différence culturelle ne fait pas de distinction entre ces sujets et donc ça crée effectivement une osmose, ça crée un ensemble, ce qu'on appelle le bien commun, et qui permet en fait à chacun de grandir, appuyé les uns sur les autres et par la transmission. Donc c'est pour ça que je me permets juste de faire cette rectification. Bien sûr que nous protégeons notre culture et pour certains nous sommes donc de droite, mais pour d'autres nous sommes de gauche parce que nous parlons des privilèges qu'avaient les peuples de France d'avant ce coup d'État de 1789, ce complot. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas du tout, parce que le clivage, c'est vraiment républicain, alors que s'occuper des besoins des Français, c'est totalement royaliste. Et comme je disais, voilà, les privilèges, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les droits sociaux, qui étaient appelés les acquis à l'époque, les acquis sociaux à l'époque. C'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui a permis justement le développement des corporations, l'excellence par la transmission du savoir et le développement de notre culture, sa propagation, si je puis dire, dans le monde d'alors, hein, dans le monde parce que vous le savez, hein, toutes les cours parlaient le français. Vous avez brièvement évoqué le sujet. Euh, nos produits étaient enviés. Notre savoir-faire, c'est une évidence, je le dis. Notre savoir-être, notre langue. Vous avez cité de grands auteurs, effectivement, mais du siècle le plus beau, le plus abouti en la matière, que ce soit littéraire ou même scientifique, culturel aussi, architectural également. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une période vraiment d'aboutissement et qui malheureusement a connu une fin tragique. Donc voilà, je voulais juste rappeler que nous sommes au-dessus de ces clivages et de ces divisions qu'ont mis en place toutes les républiques, enfin, ou plutôt qui a mis en place cette première république justement pour manipuler tout simplement le peuple, pour le faire regarder d'un côté pendant que eux agissent de l'autre. Hein. C'est la prestidigitation, voilà. C'est le magicien, voilà. Vous avez raison aussi sur la langue française. Effectivement, depuis 1918, notre langue qui était la langue internationale, tous les traités internationaux, elle nous avait été, 1, 2, 3, pardon, elle nous a été volée par les Anglais. Les Anglais nous ont fait beaucoup de mal. Et vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup trop d'anglicisme et que les Français ne savent plus parler le français, ils ne savent plus l'écrire non plus, ils ne savent plus jouer avec cette langue qui a pourtant tout pour être une langue diplomatique, pour être vraiment mise en avant. Et ça, c'est une tristesse absolue.
Et là, ça me permet de rejoindre le dernier point de votre question, qui était au sujet de la qualité des professeurs. Et Oui. c'est une évidence. C'est une évidence. On a une qualité médiocre. Je ne vais pas faire une globalisation. Tous les professeurs ne sont pas comme ça. Mais enfin, quand même, on en a beaucoup qui n'ont pas le niveau, qui sont là juste pour régurgiter un manuel qu'ils ont dans leur cartable, dans leur sac, que l'éducation nationale leur a donné. Et en fait, il y a plus de questionnement, il y a plus d'expérience, il y a plus de réflexion, justement pour élever le débat, pour élever la connaissance. Tout ça conduit évidemment à se répercuter sur les élèves et donc à de facto diminuer le niveau général, le niveau de culture et d'excellence à peau de chagrin. On le disait précédemment, le résultat, enfin les classements PISA font mal à voir. C'est dramatique parce qu'on avait cette excellence dans tous les domaines. On était envié partout. Je veux dire, Versailles a été imité 7 fois, jamais égalé. Toutes les cours d'Europe parlaient français. La langue diplomatique était le français. Nos produits, nos savoir-faire étaient exportés partout. Il y avait effectivement un savoir-être dans la société et comme les mœurs, les valeurs, la morale, tout ça, les tenues en société étaient là aussi copiées sur la France et ramenées dans toutes les cours européennes et ont gangréné finalement le monde jusqu'à ce que nous perdions totalement pied. Et vous parlez tout à l'heure de Sedan. Si je me trompe pas, vous avez bien parlé de 1870. À moins que je mélange de personnes, je m'excuse, il est un peu tard et ça fait un moment qu'on fait des débats, mais ça, vous avez parlé de ça. Et bien, c'est une rupture majeure aussi. C'est une rupture majeure aussi, mais c'est une. Il faut lire la lettre de Bismarck de 1871 pour comprendre qu'effectivement tout ça a été voulu et que la République y a participé. Bismarck le dit bien. Voilà, la France a une hégémonie avec la monarchie capétienne, bourbonienne. C'est la branche. Et catholique. Et il faut que la République m'aide pour détruire cela. Mais la République l'a fait. La République a permis cela. Napoléon III, malheureusement, est tombé dans un piège et il a perdu la guerre. Et la Troisième République s'est instaurée. C'était pas gagné, mais elle s'est instaurée et a mis en place toutes ces lois, je parlais de Jules Ferry tout à l'heure, c'est après cette époque, hein, c'est dans les années 1880. Donc, puis ensuite la séparation de l'Église et de l'État, enfin la destruction de nos traditions, de nos origines, de notre culture, pardon. Euh, donc, euh, je, je dirais que tout ça fait partie effectivement d'un plan plus large, élaboré dans des endroits secrets. Hein, faut- on emploie souvent le terme, enfin, dans des loges, il faut être honnête, et qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la France et ce qu'elle devrait être, et non plus avec ce que veulent les Français. Euh, alors, je me suis égaré, je crois, parce que j'ai perdu le sens de votre question. Je vais tellement un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Pouvez-vous me rappeler votre... Vous venez de dire que heureusement que tous les professeurs dans sa globalité ne Oui. sont pas tous médiocres, mais on déplore à la fois la lourdeur administrative et la complexité bureaucratique qui empêchent les professeurs à faire correctement leur travail pour que Oui. les élèves puissent obtenir le niveau que l'on souhaite. Et vous parlez du privé, voilà, vous parliez du privé. Eh bien, moi j'ai été dans une école catholique privée. Honnêtement, j'ai adoré. Il y avait une qualité. Ah, c'était pas la même époque, je suis né en 86, donc il y avait encore ce niveau, faut le dire. Il y avait encore ce niveau. Euh, Oui, les établissements. Vous savez, à l'époque de la monarchie, les parents choisissaient eux-mêmes les programmes et les instituteurs. Hein, c'était la communauté qui se réunissait. Le roi n'intervenait bien sûr pas dans ces questions-là. Il n'en avait pas le temps ni les moyens techniques, notamment, puisqu'on sait bien que voyez-vous, par exemple, le latin était enseigné, en effet, vous en avez parlé, le grec et le latin. Et le latin essentiellement. Pourquoi? Parce que beaucoup d'écrits anciens étaient rédigés en latin. Et qu'il fallait connaître le latin pour pouvoir protéger ses droits devant un seigneur peu scrupuleux. Et nombre de communautés,
je dirais, de simples Français, ont gagné leur procès contre des seigneurs grâce à cette connaissance du latin et qui leur permettait d'appuyer leur plaidoyer, leur plaidoirie avec des textes écrits anciens en latin. Ils gagnaient ainsi leur procès. C'est quelque chose d'essentiel, non seulement parce que la France s'inspire à la fois du grec, ses racines sont latines et gréco-latines finalement, et donc c'est important de le savoir. Ça nous permet de maîtriser notre langue, de savoir effectivement comment on construit les mots et comment on les agence, je dirais entre guillemets, dans une conversation. Et ça doit revenir. C'est ce que nous proposons, nous, dans notre parti royaliste légitimiste. C'est effectivement de revenir aux sources et d'apprendre dès le plus jeune âge le latin et le grec. Et effectivement de je dirais, pousser les Français vers le haut et non pas les tirer vers le bas, ce que fait la République. Et pour ça, il faut leur donner les moyens, effectivement, à la fois techniques pour l'enseignement, humains également, parce qu'on manque, vous l'avez dit, vous avez raison, de professeurs, mais aussi de moyens financiers. Euh, Certainement mal payés, mal considérés, pas assez de moyens pour les infrastructures, même pour le matériel. Enfin, c'est un tout. On le voit bien. Je crois que, si je me trompe pas, la plus faible dotation des régions par l'État, c'est l'éducation nationale. Donc c'est là où il y a le moins de moyens mis. C'est pas pour rien, encore une fois. C'est pas pour rien que cet auteur avait écrit ce livre. Voilà. Faudrait que je revoie, j'ai oublié le titre exact parce que je sais que c'est La Fabrique à crétins ou quelque chose de similaire. Enfin, en tout cas, le fond est là. Si la forme me manque, la réalité c'est celle-ci. Tout est fait pour fabriquer la médiocrité. Alors qu'encore une fois, sous la monarchie, tout était fait pour fabriquer l'excellence. On le voit encore, on a la chance de pouvoir le voir dans l'architecture. Je cite souvent, je montre l'exemple entre les lampadaires, c'est stupide, mais entre les lampadaires du 19e et même du début du 20e, avec l'art déco même et tout ce que comporte cette période en termes de culture, et aujourd'hui, on est dans l'insipide, on est et si vous voulez, à l'époque, c'était transcendant. Voilà. On avait même de la culture sur l'architecture qui permettait aussi de s'élever intellectuellement. On peut parler de la mythologie, mais on peut la décliner dans toutes ses formes. Aujourd'hui, c'est linéaire, c'est insipide, ça ne raconte rien et ça ne rattache pas aux racines. Ouais. C'est un objectif, encore une fois, je vais tourner en rond et c'est toujours la même chose, mais c'est quand on a fouiné dans les archives nationales, quand on étudie tout ce qui s'est passé, on se rend bien compte que c'est un projet, on peut pas dire autre chose. Donc si on veut changer tout cela, eh bien il faut changer, faut supprimer cette république qui s'est installée dans le massacre et le mensonge et qui, encore une fois, coupe le lien entre les Français d'aujourd'hui et les Français d'hier. Et comme je le dis, pour savoir où est-ce qu'on va, on doit savoir d'où on vient. J'aurais une toute dernière question pour respecter les vœux de mademoiselle ou de madame Sibylle. Déjà, je vous remercie de la... Oui. J'ai pas vu, je ne sais pas de quelle vue. Elle avait écrit un message en disant que dans 20 minutes, elle allait partir, donc je vais pas traîner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ça sera. Mais, avant de poser ma dernière question, est-ce que je peux faire quand même une toute petite parenthèse sur ce que vous venez rapidement? Je souscris à tout, mais je peux aussi rajouter autre chose au-delà de la performance, et ce n'est que mon opinion personnelle. Par exemple, dans l'enseignement des langues étrangères, il y a des langues qui se prêtent plus facilement que d'autres langues, parce que le français étant une langue latine, donc ça me semblerait plus facile, plus facilement accessible, par exemple, l'enseignement de l'espagnol et de l'italien, d'autant plus que l'italien est une langue très musicale. Et d'ailleurs, vous avez évoqué l'architecture, vous savez qu'il y a eu de grands dessinateurs, peintres et architectes à qui on doit, c'est-à-dire que les grands peintres français ont été d'anciens étudiants, notamment des ateliers de Venise, de Florence, etc. Donc il y a la Renaissance italienne, oui, les grands peintres français ont été d'anciens étudiants, notamment des ateliers de Venise, de Florence, etc. Donc il y a la Renaissance italienne, oui, pardon. Bien sûr, vous avez raison. Voilà, la Renaissance italienne, même dans la musique, etc. On doit beaucoup de choses aux Italiens. Donc Dieu merci, c'est pas même aux Autrichiens pour le violon, etc. Donc il y a
une osmose européenne, de culture européenne, et qui ont, comment dire, qui ont grandi, qui ont fait grandir notamment l'art français. Et on reconnaît des influences étrangères sur ce côté-là. Maintenant, il y a autre chose. Mais là, c'est peut-être la question la plus délicate, qui est aussi un peu personnelle, mais qui concerne aussi les Français, parce que c'est un fait d'actualité. C'est à la fois un fait d'actualité, mais aussi un fait historique. Comme vous le savez, quand on avait parlé tout à l'heure, ça sera ma dernière question, je vous rassure. On avait parlé tout à l'heure de perte d'influence de la France, notamment dans les pays africains. Et en particulier, parce qu'on le sait très bien, que les Russes et les Chinois savent exploiter le discours néocolonialiste de la France qui est perçu comme le diable en personne, alors qu'en vérité, vous savez, les Chinois n'ont aucun état d'âme. Mais alors, si c'est pour exploiter les matières premières des pays africains en question, c'est certainement pas pour leur beaux-yeux. D'autant plus que, excusez-moi de l'expression, les Chinois n'ont aucun respect en ce qui concerne la législation du travail, même dans leur propre pays, quitte à travailler et à faire des heures supplémentaires. Euh, les conditions de travail sont déplorables en Chine, et donc obliger les Africains à travailler comme des Chinois, c'est marcher sur la tête. C'est quasiment impossible. Jamais même un Européen n'accepterait de travailler comme un Chinois pour un salaire misérable. Et même de... Oui, pardon, allez-y. Ça va faire rire parce qu'effectivement, les Chinois s'en rendent compte. Mais allez-y, pardon. Il n'y a pas de souci. Là, pas, c'est pas l'Afrique de l'Ouest que je viserais, mais c'est plutôt l'Afrique du Nord. Euh, En particulier, un pays qui se fait connaître ces derniers temps, c'est l'Algérie, pays dont je suis originaire. Je pense que vous le savez, le problème des relations entre les deux pays, c'est que l'Algérie a voté une loi qui stipule que la colonisation est un crime contre l'humanité. Alors qu'en réalité, le problème de ce gouvernement, de ce régime, c'est qu'il refuse pour lui-même, mais aussi pour la population algérienne, de restaurer la vérité historique. Une vérité historique, c'est-à-dire que autrefois, l'Algérie, qui n'existait pas comme celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la régence d'Alger n'a pas les mêmes frontières que l'Algérie d'aujourd'hui, que la régence d'Alger était sous domination ottomane, et que c'était un État barbaresque qui était perpétuellement en guerre contre la France, mais aussi contre d'autres royaumes catholiques. Je pense notamment à l'Espagne, qui était redoutée, qu'on appelait autrefois l'Armada. Vous avez je peux pas dire le mot sur TikTok, mais bombas de la ville de Tlemcen, de Alger, etc. Et il y avait aussi des ordres de religieux catholiques expressément faits pour le rachat des captifs. Et y compris le célèbre écrivain espagnol Miguel de Cervantes a été aussi un ancien captif des galères d'Alger. Donc en réalité, depuis le XVIe siècle, il y avait une crainte des Européens contre la régence d'Alger, beaucoup plus. Alors, le Maroc n'était pas concerné, ce n'était pas une régence, mais elle était plutôt en conflit avec le Portugal et l'Espagne, essentiellement. Je pense que vous le savez, même encore aujourd'hui, Ceuta et Melilla appartiennent à l'Espagne. Par contre, la régence barbaresque qui s'est montrée, excusez-moi de l'expression, le plus virulent, c'est la régence d'Alger. Et ça, il y a des documents, enfin, je veux dire, beaucoup d'historiens, même algériens, reconnaissent qu'il y a eu la mise en esclavage et la traite, pas simplement la traite des Africains, mais aussi la traite des Blanches, bon, excusez-moi du mot, qui était clairement acceptée et qui se négociait, notamment qui était vendue et expédiée, par exemple, soit au Caire ou à Damas notamment, ou même jusqu'en Turquie dans la Sublime Porte, puisque même l'Empire ottoman faisait la conquête des Balkans. Et donc, vous savez que les femmes circassiennes grecques, serbes, etc., étaient sélectionnés pour leur grande beauté et pour ensuite, comment dire, pour habiter le caravansérail de la Sublime Porte, la construction de harem. Voyez, voilà, excusez-moi pour ces petits détails. Et donc, en réalité, c'est déjà, en fait, il y avait déjà une idée de mettre un terme, de mettre hors d'état de nuire cet état barbaresque qui nuisait non seulement aux intérêts de tout le monde, et qui était une crainte. Vous savez qu'en Corse, notamment le drapeau corse, la tête que l'on voit, c'est une tête de mort. Et donc, les Algériens d'autrefois, et les Africains, mais aussi la traite des Blanches, bon, excusez-moi du mot, qui était clairement acceptée et qui se négociait, notamment qui était vendue et expédiée, par exemple, soit au Caire, ou à Damas notamment, ou même jusqu'en Turquie dans la Sublime Porte, puisque même l'Empire ottoman faisait la conquête des Balkans. Et donc, vous savez que les femmes circassiennes
Grecs, Serbes, etc., étaient sélectionnés pour leur grande beauté et pour ensuite, comment dire, pour habiter le caravansérail de la Sublime Porte, la construction de harem. Voyez, voilà, excusez-moi pour ces petits détails. Et donc en réalité, c'est déjà, en fait, il y avait déjà une idée de mettre un terme, de mettre hors d'état de nuire cet état barbaresque qui nuisait non seulement aux intérêts de tout le monde, et qui était une crainte. Vous savez qu'en Corse, notamment le drapeau corse, la tête que l'on voit, c'est une tête de mort. Et donc, les Algériens d'autrefois étaient redoutés et redoutables à titre d'illustration. Donc, ça a été une des raisons, le casus belli, qui a poussé le royaume de France à faire la conquête d'Alger. Alors, ça s'est pas exactement passé comme ça. En 1827, il y a eu un blocus pendant une période de 3 ans. Je pense que vous le savez. Et ensuite, il y a eu un débarquement qui a été fait en 1830 sous Charles X. Et tout ça, justement, parce que on va pas se mentir, à la fois parce que la régence d'Alger continuait ce genre de choses. Et vous savez que l'une des plus grandes expéditions, la plus lointaine qui a été menée, c'était à Reykjavik, excusez-moi, c'est en Islande, Reykjavik. au XVIIe siècle. Oui, C'était oui, à royaliste. ça se prononce. Comment ça se dit? Reykjavik. Reykjavik, merci beaucoup. Reykjavik, et vous pouvez le vérifier sur Internet. Il y avait justement une expédition maritime à Reykjavik au XVIIe siècle, notamment pour capturer des personnes. Donc en fait, il y avait plus l'envie, pardonnez-moi l'expression, j'espère que c'est pas choquant ce que je vais vous dire, à chercher du bétail humain, essentiellement femmes, Bien sûr. plus que de voler des étoffes, etc., parce que ça volait son pesant d'or, si j'ose le dire ainsi. Donc, il y a à la fois une malversation historique qui est menée par le régime algérien, et il y a une rente mémorielle qui demande à la France de réclamer des comptes, et ça nuit non seulement à la fois aux relations entre les deux pays, mais ça pousse également à des Algériens, à un mensonge, non seulement un mensonge vis-à-vis de leur propre histoire, mais aussi un mensonge qui les pousse justement à avoir une histoire falsifiée. Et donc, ma question est la suivante, et la plus délicate. Euh, En dépit de toutes les difficultés que l'on a énoncées, que faire face à un régime comme celui-ci, en sachant que les Algériens, beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas la légitimité de ce gouvernement en place. Je vous remercie. C'était une magnifique et brillante exposition des faits et analyse également. Et c'est dommage que ça ne soit pas plus largement partagé et diffusé. C'est tout à fait la réalité des faits. Effectivement, c'est bien ce qui s'est passé et c'est très important de le rappeler. Et je pense que avant de dire quelle est la stratégie pour euh, échanger avec ce pays, important de rappeler encore une fois la responsabilité de la République là-dedans, parce qu'elle participe à cela grandement, en courbant les chines, en refusant de mettre les choses à plat et de parler vraiment de tout ce qui s'est passé, parce que vous l'avez bien dit, effectivement, en juin 1830, les troupes de Charles X euh, procède entame une colonisation, on va dire ça comme ça, qui va se poursuivre après par Louis-Philippe Ier, puisque en juillet 1830, Charles X est renversé. Donc c'est un mois à peine sous Charles X, le dernier roi Bourbon, dernier roi de France, que ça s'est produit, et c'était pour les raisons que vous aviez évoquées, effectivement, il fallait bien se défendre. Donc ça c'est très important de le dire, et c'est aussi important de dire que la République n'arrange rien du tout. Au contraire, elle participe à cette destruction de l'histoire, à la fois algérienne mais aussi française, et ça va de pair avec la destruction des racines et de notre tronc commun euh, que la République s'évertue à mettre en place. Donc il y a une vraie responsabilité de la République là-dedans. Et effectivement, nous n'avons pas peur de regarder l'histoire en face et de discuter et d'échanger et surtout de se faire respecter sur ce qui s'est réellement passé. Si nous avons été en 1830, c'était pour nous défendre. Effectivement. Donc nous reprocher la colonisation quand alors on était attaqué, que nos populations ont été mises en esclavage, c'est un peu, je dirais, euh, un-
j'allais dire fort de café. J'emploie peut-être le mot à bon escient. Mais oui, je pense que l'attitude de la diplomatie royale sera effectivement de se faire respecter et d'arrêter de ces divisions et d'imposer la vérité, d'imposer les faits et la réalité pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Parce que l'objectif quand même, c'est qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse développer des des, des activités commerciales, des échanges culturels également. C'est pour ça que j'ai dit fort de café. Je l'ai pas dit pour rien. Euh, Parce que vous l'avez dit aussi, les apports d'autres cultures, des cultures étrangères dans la construction de l'histoire et de la culture de France française. Ce n'est pas franco-français, mais il y a euh, une inspiration de beaucoup de pays étrangers qui a fait la culture française. Et l'attitude que nous devrons avoir avec l'Algérie, c'est de parler, j'allais dire, d'homme à homme, et de balayer cela, d'arrêter de remuer le couteau dans la plaie quand chacun a ses responsabilités, et de permettre de faire émerger la vérité et surtout de la diffuser au plus haut niveau, enfin au plus large public. Encore une fois, la République joue de cela, se joue de ces divisions et se régale de voir les Français et les Algériens s'opposer, en tout cas pour une partie, se déchirer, s'insulter, finalement raconter n'importe quoi qui ne tient pas à la réalité ni à la véracité des faits. Donc il faut être ferme, il faut imposer aussi l'arrêt de ces simulacres et partir sur une logique de développement mutuel, économique, culturel, dans un monde aussi fractionné que le nôtre aujourd'hui, surtout quand on a effectivement une proximité telle que nos deux histoires respectives. Et De peuplement qui s'est faite pendant la deuxième moitié du 19e siècle, oui, il y a eu ensuite une violence administrative qui a été exercée, mais on oublie de dire qu'à une époque, on avait empêché l'évangélisation des populations musulmanes. La République avait empêché cela à une époque. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième des choses, c'est que regarder notre histoire liée à la conflictualité n'est pas si différente de regarder d'autres conflits que la France avait, même avec des pays européens comme l'Allemagne et l'Angleterre, même si ces derniers, même s'il y a une paix théoriquement, aucune des deux n'a éclipsé leurs ambitions d'une éventuelle revanche sur la France. Et je pense aussi à l'Allemagne. Donc il faut se méfier. C'est-à-dire que le danger mortel de la France ne vient pas forcément du Sud. Elle peut venir même à l'intérieur du continent européen à tout instant. Mais vous avez raison de dire cela. Et moi, je déplore malheureusement pas simplement le régime, mais je le dis encore plus honnêtement, je déplore mes compatriotes algériens parce que beaucoup de Français m'ont fait comprendre qu'ils étaient systématiquement déçus par des mauvais comportements. C'est triste de dire ça comme ça, c'est-à-dire le comportement de personnes ne sachant pas parler français, n'ayant pas les papiers français, n'ayant pas les bases fondamentaux ne serait-ce que de la courtoisie et de la politesse, quitte à harceler des femmes dans la rue, etc., ce qui est très pénible, particulièrement pénible, ou même par exemple des nuisances sonores à répétition quand on prend les transports en commun. Et ça me fait mal au cœur autant que vous. Ça me fait mal au cœur parce que je n'ai pas envie que mon peuple devienne des gens comme ça, et que la langue française et la culture française ne peut que nous anoblir plutôt que de nous ensauvager. Car il y a un ensauvagement qui se fait aussi au prorata, par exemple, de l'acculturation à l'américaine, l'argent facile ou ce genre de choses, mais aussi de la culture de racaille, de banlieue et de cité, qui nuit à tout le monde. Et malheureusement, je terminerai sur ça, notre peuple, je parle du peuple algérien, à la différence des Français, c'est que nous n'avons pas l'habitude de nous instruire et de lire des romans, ne serait-ce que de manière récréative. C'est aussi un des problèmes. Pas eu l'opportunité de faire des études universitaires, réussir leur vie ayant une connaissance intellectuelle bien supérieure à certains professeurs. Et c'est, à mon avis, tout ne doit pas être donné aux établissements scolaires, mais ça doit être une responsabilité partagée, non seulement dans un socle familial, autrefois qui est la hiérarchie des pères qui doit transmettre, vous avez parlé de transmission tout à l'heure,
une transmission de savoir-faire, de connaissances, de religion, mais aussi d'un savoir-faire que l'on voit jadis dans les corporations, dans l'enseignement des métiers. Voilà, c'était ma dernière suggestion. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et navré, hein, j'essaye de faire des efforts pour parler en français, mais beaucoup de gens m'ont dit que je parle très bien français malgré mes lacunes. Je vous remercie. C'est le cas. C'était très passionnant et tout à fait compréhensible avec un très beau parler français. Certains Français d'ailleurs doivent vous envier parce que ils n'ont pas le même niveau. Je rajouterais juste, enfin je confirmerais juste qu'effectivement nos ennemis premiers sont l'Angleterre et l'Allemagne. C'est certain, puis les États-Unis ensuite, évidemment. Que l'écrivain William Samsa, j'arrive jamais à dire le nom, je suis Ansal. désolé, Ansal. Samsa, euh, a perdu sa nationalité algérienne et a été admis à l'Académie française. Euh, et que effectivement vous avez raison, il y a une responsabilité personnelle qui a été perdue par cette absence de transmission. C'est justement la curiosité intellectuelle. C'est de lire par plaisir, par souci de connaître, par curiosité donc, et qui s'est transformé par une médiocrité euh, acquise par les réseaux sociaux, entre autres, pas seulement, bien qu'elle soit pas unique en ce sens, et qu'elle nous permette de nous réunir aujourd'hui et de parler correctement, avec un bon langage et dans le respect le plus total. Donc, comme quoi, ça tient finalement à ce que vous avez dit, et vous avez raison, à une volonté personnelle, et c'est dommage que ça ne soit pas quelque chose. Enfin, c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose d'habituel, c'est pas le cas de tous les peuples, et vous avez cité l'Algérie, effectivement, et ça, la France doit l'exporter. C'est ça qu'elle doit exporter, c'est le meilleur de ce qu'elle sait faire, euh, c'est euh, c'est transmettre aussi les peuples, et vous avez cité l'Algérie, effectivement, et ça, la France doit l'exporter. C'est ça qu'elle doit exporter, c'est le meilleur de ce qu'elle sait faire, c'est transmettre aussi ses plus grandes qualités, ses plus grands savoirs, et ses plus grandes espérances. Voilà ce que je conclurai par dire cela et je dirais enfin pour finir, euh, si s'il y en a d'autres comme vous, l'important c'est l'intérêt aussi c'est qu'on s'unisse pour justement changer les choses, même si vous ne vivez pas en France ou même ne votez pas en France, mais je vous sens quand même concerné. Alors je dis ça sans le savoir évidemment, mais je pense qu'il est temps qu'on s'unisse justement pour mettre fin à cette médiocrité et restaurer l'excellence, restaurer la magnificence et restaurer comment dire, j'ai perdu mon mot. Euh, La confiance. L'osmose, enfin, la coordination, enfin bon, qu'on se batte ensemble, quoi. Voilà, je dirais ça, je Très suis bien. désolé, c'est un peu, c'est un peu tard. Si Merci je peux beaucoup. me Merci permettre beaucoup, un messieurs. petit Oui? si je peux me permettre un petit parallèle avec ce qui a été dit avec vos questions précédemment d'essai, qu'on vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la médiocrité des élites, notamment au travers de l'éducation, qui servait de manipulation des masses et de stagnation intellectuelle dans le pays. Il y a un parallèle très intéressant à faire en France, entre la France et l'Algérie, par exemple. On voit en France un système éducatif, pour ne pas dire complètement désuet, on va dire bancal, qui maintient une population dans une médiocrité intellectuelle ou même, on va dire, existentielle confortable. On le voit ça aussi en Algérie, mais on voit aussi que c'est une manière pour les élites de se maintenir dans des sphères d'influence et de se reproduire d'une certaine façon là-dedans, mais surtout de défausser leurs responsabilités personnelles au travers d'une entité ou d'une idée supérieure à eux-mêmes. On le voit en France avec la vassalisation accélérée envers l'Europe, et on le voit en Algérie dans cette rente mémorielle. La petite semaine, les infrastructures même de la France, à l'étranger, on va dire majoritairement au profit de l'Europe
mais plus encore des États-Unis, et l'Algérie qui commence à se vendre au fur et à mesure à l'Asie, à savoir la Russie et la Chine, puisqu'il me semble avoir vu aux informations récemment que la Chine et l'Algérie avaient décidé d'un partenariat pour créer une voie ferrée qui traverse l'Algérie et qui passe à travers le désert. Et Oui, mais pas que ça, beaucoup d'autres oui, projets également. oui, bien sûr. Le pétrolière, gisement d'hydrocarbures, gaz de schiste du côté de Tamarast, etc. Donc en fait, les Chinois ont déjà saisi plus de 50 à 60% des plus grands projets en Algérie, beaucoup plus que les autres auxiliaires occidentaux. Ouais. Donc on a vraiment un parallèle, un schéma de gestion du pouvoir qui est en train de s'installer entre la France et l'Algérie. Et pour le coup, c'est là l'objectif de notre combat, c'est de vraiment remettre les choses à plat, d'une part en France en se défaussant de l'influence étrangère qui est exercée par l'Europe, pour pouvoir mettre à plat des relations diplomatiques saines avec le Maghreb et plus spécialement l'Algérie, puisqu'on peut avoir à travers cela un réseau diplomatique et une sphère d'influence regagnée à travers ce pays-là. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup messieurs, passez une excellente soirée et au plaisir de vous revoir très bientôt. Au revoir. Merci, Bonne soirée à merci toi, beaucoup. DC. À bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée, Sybille. Merci pour ce soir. Désolé d'avoir pris la parole pour cette fin. Non, mais c'est pas grave. Mais j'aimerais bien aller faire du tout. Et C'était passionnant, c'est toujours à la fin que ça se Ben, passe c'est comme pour ça ça. que j'ai pas coupé. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'était un beau discours et c'est dommage que il n'y en ait pas assez comme ça. Bon. Merci, merci à tous. Vive la France et vive le roi, bien sûr. Non, dodo, on a dit. Et, euh, et merci à tous d'avoir participé. Merci à Spider d'avoir ouvert. Et à demain, certainement. Hein, je suis sûr que quelqu'un ouvrira. Et puis, on se retrouve vendredi. Pas chez Madame de France, nous l'espérons. Oui. Nous l'espérons. Mais chez Jean-Rémy pour une autre soirée débat et à travers ce pays-là. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup messieurs, passez une excellente soirée et au plaisir de vous revoir très bientôt. Au merci, revoir. Bonne soirée à toi, DC. à bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée, Sybille. Merci pour ce soir. Désolé d'avoir pris la parole pour cette fin. Non, mais c'est pas grave. Mais j'aimerais bien aller faire du tout. Et C'était passionnant, c'est toujours à la fin que ça se Ben, passe c'est comme pour ça que j'ai pas coupé. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'était un beau discours et c'est dommage que il n'y en ait pas assez comme ça. Bon. Merci, merci à tous. Vive la France et vive le roi, bien sûr. Non, dodo, on a dit. Et, euh, et merci à tous d'avoir participé. Merci à Spider d'avoir ouvert. Et à demain, certainement. Hein, je suis sûr que quelqu'un ouvrira. Et puis, on se retrouve vendredi. Pas chez Madame de France, nous l'espérons. Oui. Nous l'espérons. Mais chez Jean-Rémy pour une autre soirée débat et questions-réponses sur notre avenir. Merci à tous. Merci Nissar aussi d'avoir participé à cet échange. à votre service, président. À bientôt. Bonne Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, nuit le à roi. tous. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous me voyez lancer, sachez. Je sais pas. Oh, il y a un sale temps. Ah ben moi là ça souffle de dingue. Et c'est pas le pic. Ah merde. Ouais. Elle me fait peur quand elle dit ça, des trucs comme ça. J'aime pas. J'aime pas. Elle a dit bombe, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'aime pas non plus. Ouais, tempête partout là. Elle est mauvaise celle en plus. Ouais. Elle est mauvaise cette tempête. Elle est arrivée un peu en retard d'ailleurs. Bon, merci Spider. Hein. De rien. Et en plus elle rigole. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle a dû manger un clown ou prendre un Hellfire. D'accord, voilà. Ok. Bon, allez au dodo, hein, n'est-ce Ouais. pas? Ouais, au dodo. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Bisous, soirée. bisous. Bisous tout le monde. Coucher.